Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va analyser l'épisode 10 de la saison 4 de la série Riverdale qui est sorti ce matin. Je tourne la vidéo ce matin même parce que je n'ai pas cours le matin, donc ça c'est cool. Je viens de voir l'épisode, donc c'est un épisode que j'ai bien aimé. Déjà pour faire rapide topo, très rapidement de tout l'épisode, un petit avis. J'ai bien aimé cet épisode, c'est un épisode voilà, qui a du peps, il y a pas mal d'intrigues. C'est un bon épisode, ça fait du bien de voir des épisodes comme ça dans la saison 4 de Riverdale parce que comme je l'ai dit dans le live d'hier, la première partie moi je trouve elle est très en dessous des autres saisons de Riverdale. Scénaristiquement parlant, la mise en scène, enfin tout ça, c'est très en dessous. Et l'épisode 10 qui donne une nouvelle fraîcheur, donc ça c'est plutôt cool. J'espère qu'on va continuer dans cette foulée là. C'est un épisode qui part pas trop en couille non plus, mais avec des intrigues assez intéressantes et on en apprend pas mal sur l'intrigue du principal. On va analyser en détail maintenant cet épisode et ainsi théoriser pour l'épisode 11. C'est parti. On a eu déjà une plus grande importance de l'oncle d'Archie qui est arrivé l'épisode d'avant et là qu'on a vu vraiment pas mal dans cet épisode. L'oncle est plutôt à Riverdale en mode j'essaye de me racheter auprès de Archie ainsi que la mère de Archie parce que dans son passé il a fait quelque chose de pas très bien avec son frère, il le regrette, il l'a dit Archie je le regrette etc. Et donc pour se racheter il a donné des cachets à Monroe qui était blessé, on l'a agressé au genou, on en reviendra plus tard tout à l'heure qu'il l'a agressé au genou et il s'est racheté en lui donnant des cachets, des anesthésiants qui permettent en gros de le faire jouer ce même jour. Et ces cachets lui ont permis déjà de jouer le match pour Monroe. Ça s'est super bien passé, il n'a pas eu de douleur. Et ça lui a permis aussi d'avoir une place à une équipe Notre-Dame. Il y a eu un mec qui repérait les joueurs dans les tribunes qui a détecté Monroe. Et justement il va être pris à Notre-Dame qui doit être un plus gros club de football américain. Donc ça c'est super cool. Ça va être le début d'une nouvelle carrière pour Monroe. Donc ça veut dire qu'on ne verra plus trop Monroe aussi. Donc dommage aussi. Mais très content pour lui parce que c'est un mec qui adore le football américain. Depuis tout petit il en fait et là il a la chance d'être pris, voilà c'est tous les efforts qui ont payé donc je suis très content pour lui. Donc Archie suite à ça, suite au succès de Monroe et à la joie de Monroe, Archie pardonne entre guillemets les erreurs que son oncle a fait auparavant avec son père. Maintenant l'oncle peut dormir dans la maison d'Archie et sa mère mais l'oncle n'a pas du tout fait la paix avec la mère de Archie qui elle est très remontée contre lui. Mais je pense qu'au fur et à mesure des épisodes l'oncle va essayer de se faire pardonner auprès de la mère de Archie et ils vont bien s'entendre finalement et ça va être la bonne humeur dans la maison. Donc je me fais pas de soucis là-dessus, la dispute va très vite s'apaiser. Ensuite on va parler de Brett et de sa secte le crâne et la plume qui s'appelle. Là on l'a vu vraiment et il était au cœur de l'intrigue principale. Est-ce qu'on allait en savoir plus sur la secte de Brett? Eh ben pas tellement finalement à part que Jughead a rejoint la secte juste pour être pris à Yale, on en reviendra plus tard aussi. Mais on n'en sait pas tellement sur cette secte, mais on peut sous-entendre que c'est quand même une secte très dangereuse comme j'ai dit dans le live de hier. On peut supposer que c'est lui qui a frappé au genou Monroe, c'est même sûr parce qu'après quand il arrive à la secte où il y a Jughead et tout, il dit excusez-moi du retard, donc on peut sous-entendre qu'en fait avant il était en train de péter le genou à Monroe et c'est pour ça qu'il est en retard, donc c'est cramé que c'est lui et puis tu sens que le mec il est pas net du tout, il se fait passer pour un mec qui n'est pas. Et il y a une théorie qui m'a fusé hier dans le live pour ceux qui étaient là, c'est que Brett, son père c'est Edgar Evernever. Pourquoi? Parce que déjà je trouve ils se ressemblent, ils ont le même caractère, c'est à dire que c'est deux personnages qui essayent de se faire passer pour une bonne personne mais en fait ils ne le sont pas. Ils ont chacun une secte parce que Edgar avait la ferme, lui c'est la secte le crâne et la plume, c'est deux sectes dangereuses aussi et voilà comme je vous l'ai dit ils se ressemblent, ils ont le même caractère. Je trouve que ça peut coller, ça peut matcher vraiment à la fin de la saison 4, surtout qu'on sait pas si Edgar est vraiment mort parce que vraiment on l'a vu vite fait, il s'est fait tirer une balle, il était par terre, mais qui te dit qu'il avait pas un gilet pare-balles et tout et qu'il faisait semblant de mourir et qu'après il s'est barré. On n'a plus du tout évoqué le nom de Edgar, donc ça c'est un détail à prendre en compte et donc ça peut être possible que à la fin de la saison 4 on voit un retour de Edgar qui dit ouais très bien mon fils et tout et là on apprend que c'est le père et tout et là c'est le gros cliffhanger de ouf. En plus ce qui est intéressant c'est que Brett évoque un souvenir sombre quand ils font un tour de table à la secte où chacun doit parler d'un souvenir sombre. Il évoque un souvenir sombre avec son père, que son père lui a offert une prostituée à 14 ans et que lui il a pleuré parce qu'en même temps c'est terrifiant. Donc il évoque le souvenir de son père, donc il a une gangrène un petit peu contre son père et peut-être que son père c'est Edgar parce que qui serait taré pour faire ça? Edgar serait taré pour donner une prostituée à son fils à 14 ans. Donc je pense que ça peut être possible, je dis pas que c'est sûr que Brett est le fils de Edgar, ça je le dis pas que c'est sûr, mais ça peut être une théorie qui devient de plus en plus plausible. Donc en vrai c'est une théorie qui se tient à voir quand même, parce que Brett à la fin de l'épisode 10 il est pris à Yale avec Jughead, donc qu'est-ce qu'ils vont faire tous les deux là-bas? Est-ce qu'ils vont être dans la même chambre ou pas? Est-ce qu'il va s'éloigner un petit peu de sa secte? Est-ce qu'il va prendre d'autres habitudes? Je ne sais pas, donc à voir. Brett c'est clairement un psychopathe, j'en suis sûr, et en parlant de ça, Betty a essayé pendant cet épisode 10 de faire tomber Stonewall par le biais d'articles, par le biais de sources, par le biais de témoins qui
qui ont témoigné, mais elle n'a pas pu avoir les paroles de Brett, hein, parce que Veronica était pas loin de les avoir, sauf que Jughead a tout gâché. Donc Betty est au point mort et n'a pas bien d'informations réelles et concrètes pour faire tomber Brett ainsi que Stonewall. Mais Betty ne va pas lâcher car elle s'est inscrite déjà au championnat national de quiz. Elle va créer une équipe Riverdale pour ainsi défier l'équipe de Stonewall et pour enfin remporter un trophée comme Mr. Honey veut un trophée. Betty est un peu comme sa mère, je trouve. Là, elle commence à rédiger des articles et vraiment, je pense que plus tard, elle sera journaliste comme sa mère, elle l'est. Là, on s'est vraiment concentré sur l'intrigue de Brett, Stonewall dans cet épisode 10. On s'est pas concentré sur l'intrigue de Dogger, par exemple. On a un petit peu mis Archie de côté, même si on l'a vu. On s'est aussi concentré sur l'intrigue du rhum de Luna, voilà, qui allait le vendre, enfin, qui aurait la possession de ce rhum. Et là, en parlant de ça, on va rebondir du coup sur Veronica, sur Hiram Lodge. Veronica qui, au départ de l'épisode 10, avait commencé à vendre son nouveau rhum Luna, voilà, sauf que c'est exactement le même que celui de Hiram. Hiram lui a dit, c'est simple, si tu vends encore une bouteille, je porte plainte et ta boîte ferme et la boîte de nuit ferme, parce qu'en fait, tu vends quelque chose qui est à moi, qui a le même goût en plus, tu n'as pas changé de saveur et tout le bordel, donc en fait, ça m'appartient et tu n'as pas le droit de faire ça. Sauf que Veronica a eu l'idée parfaite, c'est déjà de salir la voiture de son père pendant le match de football américain. Bon, ça c'était gratuit, hein, j'ai bien aimé. Mais elle a eu aussi l'idée de génie en voyant Cheryl manger un truc au sirop d'érable, c'est de mélanger le rhum Luna avec le sirop d'érable Blossom pour cumuler, tu fais un mélange et ça fait un rhum au sirop d'érable. Et ça c'est la recette parfaite. Et là elle peut commencer à vendre et là Hiram la fera pas chier parce que en soi c'est un nouveau rhum avec de nouvelles saveurs, donc il n'y a pas de droit d'auteur ou je ne sais quoi, de propriété privée ou je ne sais quoi. Et en plus apparemment c'est super bon, même moi j'aimerais bien goûter parce que ça a l'air excellent. Cheryl en plus est d'accord pour s'allier avec Veronica, donc les deux je pense qu'elles vont devancer le marché, elles vont être en première position, elles vont se faire un maximum de fric et là Hiram sera bien en dessous et Hiram sera battu. Donc ce qui est intéressant de savoir c'est comment Hiram va reprendre le contrôle sur le rapport de force entre lui et sa fille, parce que là pour l'instant sa fille le domine et lui ben pour l'instant il peut pas bien faire grand chose, du moins à la fin de l'épisode 10. On verra quels sont les plans de Hiram pour contrer la technique Veronica et Blossom, mais j'aime bien ce petit jeu entre Hiram et Veronica parce que un coup c'est Hiram qui contrôle, un coup c'est Veronica, enfin vraiment il y a un boomerang qui se lance entre les deux personnages et le rapport entre guillemets de force s'inverse à chaque fois. À voir si maintenant Veronica va garder le contrôle, mais Hiram n'a pas dit son dernier mot, ça j'en suis sûr, mais en tout cas Veronica qui est très intelligente. Archie, j'ai pas bien de choses à dire parce qu'on l'a pas trop vu dans cet épisode 10 à part qu'il joue au football américain dans l'équipe des Bulldogs, ils ont perdu, mais voilà, il a eu un contact avec son oncle, il est resté un petit peu entre guillemets dans l'ombre de cet épisode 10, il a pas eu de réel problème avec Dogger ou je ne sais quoi, il était plutôt dans une phase je m'entraîne pour ce match et j'essaye d'accueillir mon oncle correctement entre guillemets. Il a rien fait de fou à part qu'il était en prison parce qu'il a frappé Brett, mais en même temps c'est normal parce que Brett a niqué le genou de Monroe, on s'en doutait que c'était lui, et il a frappé Brett après quand il est à la Stonewall, il est allé en prison vite fait, mais il a été libéré en garde à vue plutôt. Mais bon en même temps c'est compréhensible hein, quand il y a un mec qui fait du mal à ton pote, tu veux te venger, ça c'est compréhensible, surtout que Archie il a pas de petits bras comme moi, hein, le mec il a des putains d'abdos, il a des putains de pectoraux, des putain de biceps, donc le mec voilà il peut se faire plaisir. On a bien vu la patate qu'il a mis à Brett, il était dégoulinant de sang le mec. Et maintenant on va parler de Jughead, donc Jughead à la fin de l'épisode 10 qui a été pris à Yale, il a fait pas mal de choses très réfléchies, c'est-à-dire qu'il a rejoint la secte alors qu'il ne voulait pas, mais c'est juste pour avoir plus de chances d'être pris à Yale, donc c'est très stratégique de sa part et du coup il a eu une place à Yale avec Brett par contre, donc ils vont être dans la même chambre, je sais pas comment ça va se passer, mais je pense pas qu'ils vont être les meilleurs amis du monde, donc ça on verra bien. Jughead, on a eu le petit cliffhanger où on a Betty un mois plus tard, quand tu sais c'est toujours le même truc, quand son père lui dit bravo t'as été pris à Yale, et puis après on a directement une image un mois plus tard où t'as Betty qui est dans la chambre de Jughead, son ancienne chambre à Stonewall Prep, qui ramasse un petit peu toutes ses affaires personnelles et qui pleure parce qu'en fait il est arrivé quelque chose à Jughead où elle le voit plus, enfin elle a plus de nouvelles ou je ne sais quoi, et t'as Brett derrière, qu'est-ce qu'il fout là, parce que de base lui il devrait être à Yale aussi, Brett qui est derrière et qui dit à Betty non mais Jughead il est plus, enfin entre guillemets il est plus là, je sais quoi, toi et moi on sera au New je sais pas quoi. Donc en gros Brett qui se moque un petit peu du truc, ça nous fait sous-entendre que Brett a fait quelque chose à Jughead, c'est obligé, ça peut que être lui de toute façon. Donc est-ce que il l'a tué? Je ne pense pas, parce qu'il y a une saison 5 de Riverdale, donc en soi si Jughead meurt dans la saison 4, tu n'as pas de saison 5 parce que tu n'as pas de narrateur. Donc ça merci Riverdale d'avoir fait cette annonce au milieu de la saison 4, parce qu'en fait ça spoil un petit peu tout, parce que je sais que Jughead ne va pas mourir. Je pense plutôt qu'on croit que Jughead va mourir à la fin de la saison 4, beaucoup de gens vont le penser, dont Betty, mais en fait non, on croit
crois qu'il est mort, mais en fait il a pu s'en sortir et du coup il s'est échappé et il a pu se soigner. Après on le reverra dans la saison 5, mais en tout cas il va lui arriver un truc, ça c'est sûr, mais il va pas mourir, il va peut-être disparaître. Disparaître où ça? À Greendale, pourquoi pas, pour teaser un petit crossover dans les prochaines saisons à venir de Sabrina et de Riverdale. Ça peut être intéressant de faire comme ça, donc en vrai à voir. Mais en tout cas voilà, j'ai un petit peu résumé tout ce qu'il fallait savoir sur l'épisode 10 de Riverdale, ainsi théorisé. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous dis à très vite pour la semaine prochaine, pour l'épisode 11. On verra bien si ce que j'ai dit, j'ai raison. Je vous fais plein de bisous, ciao ciao.